les facteurs de protection sont acquis avant le trauma, et le trauma n'est pas rare du tout dans une aventure humaine, c'est même assez fréquent. Donc on affronte le trauma, le fracas, la déchirure, avec ce qu'on était construit avant le trauma. Ce qui explique, comme on disait hier, ce qui explique l'étonnante inégalité des traumatismes. Il y en a qui affrontent des situations énormes et ils surmontent sans difficulté, et d'autres au contraire qui sont complètement fracassés par la mort du petit chat ou par un déménagement parfois. Donc c'est une question de transaction entre ce qu'on est au moment où l'impact arrive. Et c'est donc, il n'y a pas de causalité linéaire, comme on le dit souvent dans les théories de la résilience, dans les théories de l'attachement. On ne peut pas faire de causalité linéaire parce qu'on a chacun un développement et une histoire différente. Et au moment où on est impacté par l'événement, on réagit différemment selon notre développement et notre histoire. Ce n'est pas la même chose, hein. Notre développement, c'est on a en nous une promesse génétique, on est des êtres humains, mais ces promesses génétiques subissent étonnamment tôt la pression du milieu, déjà dans l'utérus, dès les premiers stades de division cellulaire. La division cellulaire se fait différemment selon les pressions du milieu dans l'utérus, hein, c'est l'épigenèse. C'est-à-dire que la distinction entre l'inné et l'acquis, mon œil, l'inné, ça existe. Hein, il y a la couleur de notre peau est déterminée génétiquement, la couleur de nos yeux. 7000 maladies sont déterminées génétiquement. Notre sexe est déterminé génétiquement. On est tous XX femelle ou XY mâle. Et puis quand j'ai dit ça, j'ai presque rien dit de la condition humaine, puisque je n'ai pas parlé des pressions intra-utérines dont on a parlé hier, je n'ai pas parlé des interactions précoces qui jouent un rôle fondamental dans la structuration d'un enfant dès les premiers mois de la vie, c'est-à-dire bien avant l'apparition de la verbalité, et je n'ai pas parlé de l'école, de la culture, de la famille, etc. J'ai dit presque rien. Quand j'ai dit il y a des déterminants génétiques, j'ai dit presque rien de la condition humaine, mais ça existe. Et donc, de ce moment d'hyper-apprentissage, on voit que, même si dans les milieux pauvres, il y a des cultures, par exemple, où dans notre culture, on considère qu'il faut parler au bébé. C'est ce que je pense profondément, parce que même si les bébés ne comprennent pas le contenu de nos mots, ils comprennent l'acte de parole. Ils comprennent qu'on leur parle, et pour eux, c'est un événement extraordinaire. Ils sourient, ils gambadent, et ils tissent le lien de l'attachement qui est sécurisant. Donc, parler à un bébé, c'est tisser le lien de l'attachement. D'ailleurs, il répond. On lui parle, hop, il gambade, il sourit, il est content. Alors on a été, je crois, parmi les tout premiers à montrer, avec Jacques Collin, qui est spécialiste de l'audiologie, et il travaillait dans le laboratoire de la marine au Brusque, près de Toulon, et on avait rendu observable comment la voix de la mère est pour nos enfants un objet tranquillisant, c'est un objet sensoriel, mais que le bébé reconnaît les basses fréquences de la voix maternelle dès l'heure. Eliane Noireau à Bruxelles avait fait une expérimentation qui montrait que dans la première heure, le bébé reconnaît les basses fréquences de la voix maternelle. Il tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore de la voix maternelle. Si la mère est là, il tourne la tête et les yeux par là. Si la mère est là, il tourne la tête et les yeux. Dans l'heure qui suit sa naissance, il reconnaît les basses fréquences de la voix maternelle. Donc ça veut dire que c'est les premiers nœuds du lien qu'il a perçus dans l'utérus, qu'il reconnaît dès qu'il arrive au monde, et hop, le lien se tisse. Donc c'est tout à fait important de parler au bébé, mais c'est l'acte de parole, c'est la sensorialité de la parole qui est importante, c'est pas le contenu. Une autre fille que je suivais en ville, et qui avait, elle aussi, alors elle avait été confiée à une nourrice d'un sadisme inimaginable, et ses parents étaient très riches,
et confiait le bébé à cette nourrice sadique. Et la nourrice avait des relations amicales avec les parents, si bien que la petite fille ne pouvait pas, n'osait pas se plaindre à ses parents, puisqu'elle croyait que voilà, c'était comme ça, donc elle n'osait pas. Donc les parents, elle voyait la nourrice embrasser ses parents, dîner, rire avec ses parents, donc elle disait pas un mot, et tous les jours, elle était soumise au sadisme de cette nourrice. Et elle arrive, un jour, elle met au monde, elle interprétait tout de manière négative, comme je l'ai proposé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que pour elle, toute information était une agression. Elle met au monde une jolie petite fille, un joli bébé. Les sages-femmes sont heureuses, lui présentent le bébé en disant « Regardez comme elle est jolie ». Et elle répond avec ce qui était dans sa mémoire. Et elle ne dit pas un mot. Et elle vient me voir ensuite en entretien et elle me dit « Le bébé est joli, donc les sages-femmes ont dû se tromper. Il n'est pas possible qu'à moi, il arrive quelque chose de heureux, puisque pendant 20 ans de ma vie, j'ai été victime de sadisme tous les jours, avec des scénarios sadiques incroyables. Il ne peut rien m'arriver d'heureux. » Elle répond à ce qui est dans sa mémoire. Elle ne répond plus au réel. Elle a acquis un facteur de vulnérabilité à cause de son développement. Qu'elle met avec ces mots en termes historiques, il ne peut rien m'arriver d'heureux, puisque ce bébé est mignon, c'est que les sages-femmes se sont trompées. On a des manifestations dosables, photographiables, neurologiques avec la neuroimagerie, dosables avec la neurobiologie, observables avec la sémiologie des comportements, c'est-à-dire ce que veulent dire les comportements. On est clinicien, donc on peut pas tout se permettre, on ne peut pas aller trop loin, très loin, mais la clinique fait pour nous des manipulations expérimentales que nous, éthiquement, on ne peut pas faire, mais que la clinique fait pour nous. Hein, quand une mère meurt, quand elle déprime, quand il y a la violence conjugale, c'est pas nous, cliniciens, qui l'avons provoqué, mais puisque c'est là, on observe les dégâts, et à la lumière des expérimentations, on peut chercher à comprendre ce qu'on constate en clinique. Donc éthiquement, c'est pas nous qui provoquons la situation, sauf dans des petites manipulations expérimentales, mais ça veut dire qu'on peut quand même soulever des problèmes de fond avec une nouvelle manière d'observer le développement et l'histoire des bébés, avec une manière scientifique, clinique et humaine.